la parole est à vous, hein. Sinon après on va parler nous aussi, mais c'est bien qu'on puisse partager les émotions qu'on a vécues au travers de cette projection. Je le dis, c'est un film qui est de 2003, et pourtant aujourd'hui on pourrait dire qu'il est d'actualité, hein, avec ce que nous voyons, ce que nous entendons dans notre pays, mais aussi que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, où on légalise l'euthanasie dans beaucoup de pays. Donc je pense qu'elle était visionnaire, cette dame. Et c'était une jeune scénariste. Posez des questions, on va essayer de répondre. On va le formuler au micro, comme ça on peut l'enregistrer. Et oui, je vous disais, donc, si le film date d'il y a 20 ans, donc, au Japon, moi j'aimerais savoir si ils ont fait une loi pour l'euthanasie, déjà. Alors sur le Japon, je ne sais pas s'il y en a un de nous qui peut répondre. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que au Japon, il y a des villes pour ceux qui ont perdu leur travail. Et le Japon est le pays où il y a le plus de suicides. Donc après, au sujet de l'euthanasie, est-ce qu'elle y est aujourd'hui ou pas, ça serait intéressant de savoir, oui, par rapport à c'est une fiction. Donc, oui. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant de nous, mais on n'a pas vérifié. Par contre, dans beaucoup de pays, ça y est aujourd'hui. Hein. Donc, ce soit le Canada, on a des documents sur ce qui se passe au Canada, aussi malheureusement sur les débordements. Et on sait qu'il y a des débordements comme dans tout, quand il y a une loi qui passe, malheureusement, il peut y avoir des excès. Donc justement, parce qu'en ce moment, le débat a lieu en France, puisque là, ils sont en train de revoir. Moi, j'ai été soignante. Oui. Donc, professionnellement, oui, j'ai connu ça, les soins palliatifs, et plus personnellement, pour un être très cher. Donc là, il y a un grand débat, justement, en commission, à l'Assemblée nationale, où moi, je trouvais que la loi Leonetti-Claes était bien faite, dans le sens où les soins palliatifs, alors, il en manque quand même beaucoup en France. Et là, ils sont en train de revoir quand même des points assez essentiels pour moi, c'est-à-dire qu'ils veulent plus se baser sur l'avis médical, d'où des dérives qui pourraient avoir lieu, comme dans ce film d'ailleurs, ces gens ne sont pas malades, ils souhaitent mourir parce qu'ils gênent la société en fait. C'est ça mon ressenti à travers ce film. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça me heurte un peu ce jeu. Moi, je dirais pas que je suis contre ni pour, mais là, avec les débats qui va y avoir lieu, en plus dans une période, là, ils vont précipiter les choses, hein, je m'y intéresse beaucoup, et je pense que ça va être encore dans cette période festive, les Jeux Olympiques, et donc tout va passer. C'est ça qui est un peu préoccupant pour moi, je trouve, parce que après, dans ce film, c'est vrai que ce ne sont pas des gens qui sont en souffrance de maladie. Donc c'est ça qui est un petit peu à contrario de ce qui peut se passer en France. Mais si jamais cette loi était promulguée, donc cette fin de vie, comme M. Macron s'était engagé justement à ne pas revoir la loi Leonetti-Claes, donc c'est vrai que c'est un peu heurtant parce que je pense qu'il faut vraiment être sur ce sujet. C'est très important parce que, comme vous disiez, je pense qu'il peut y avoir des dérives. Voilà. Oui. Éventuelles. D'accord. Tu veux peut-être essayer de dire un peu comment ça se passe en Suisse? Oui, volontiers. Puisque Daniel est suisse, donc il va nous dire un peu ce qui se passe en Suisse. Oui, alors en Suisse, ça fait déjà plus de 10 ans que c'est légal le suicide assisté. Donc le suicide assisté, c'est très très proche de ce qui est dans ce film. Il n'y a pas de critère d'âge, mais il y a comme
dans toute loi des flous qui peuvent être utilisés par certaines personnes pour se suicider de manière légale. C'est très clair puisque l'association quasiment qui a le monopole de ce service qui s'appelle Exit, eh bien, doit respecter les critères légaux qui sont les suivants. Être atteinte soit d'une maladie incurable, donc vous vous imaginez quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, c'est peut-être une maladie incurable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une maladie incurable? Est-ce que le diabète est une maladie incurable ou pas? Soit de souffrance intolérable. Qu'est-ce que la souffrance intolérable? Je ne parle pas des soins palliatifs, je ne parle pas de vraiment la dernière période de vie où tout le monde sent, le corps médical sent que ça va être les dernières semaines, les proches le sentent aussi, tout le monde le sent. Et alors là, il y a des soins palliatifs et il peut y avoir usage de drogues comme la morphine et des choses comme ça pour soulager les douleurs intolérables. Mais quelqu'un qui, à longueur d'année, dit « j'ai des souffrances intolérables », difficile, là. On dira sur une échelle de 10, vous souffrez de combien? Vous êtes à quel niveau? Et elle vous répond toujours 10. Voilà, donc c'est des choses vraiment qui sont assez floues, soit d'être atteint d'une polypathologie, ça veut dire plusieurs, semble-t-il, maladies invalidantes et liées à l'âge. J'ai eu un collègue de travail pendant 25 ans et il a demandé l'assistance au suicide et il n'est plus de ce monde aujourd'hui. J'ai eu bien sûr l'occasion de parler avec lui. C'était quelqu'un qui a été atteint de Parkinson. Son Parkinson est devenu fort. Et il a demandé l'assistance au suicide. C'était que le Parkinson, le polyinvalidant, le poly, semble-t-il, manquait. Maintenant, mon ami avait perdu sa femme. Mon ami avait adopté avec sa femme 2 enfants, mais ces 2 enfants, leur papa qui s'était occupé d'eux, les relations n'étaient pas brillantes. Il était seul, il se sentait inutile pour la société. Se sentir inutile pour la société. Et ça, je pense au Japon, s'il y a autant de suicides, regardons les statistiques aussi parmi les jeunes, moi qui suis dans le milieu universitaire et qui est connu des universités au Japon. Mais même avant l'université, échouer ses examens peut mener au suicide parce que se sent inutile pour le pays. Donc, c'est pas loin. Je ne sais pas ce qu'on est maintenant pour le Japon, mais c'est pas loin. Hein. Les 2 extrémités de la vie, je suis inutile parce que je ne pourrai pas, je suis inutile parce que je ne peux plus. Donc voilà, ça c'est un témoignage de mon ami Jean-Pierre. Un autre témoignage, c'est un témoignage un peu inverse, c'est celui de ma belle-maman. De ma belle-maman qui est décédée en 2021. Mon beau-père est décédé en 2018. Donc, ma belle-maman perd son mari. On arrive ici, d'ailleurs on y est encore, à Viviers, pour s'occuper de belle-maman. Ma femme est fille unique. Belle-maman est atteinte de problèmes chroniques, de maladies. Elle a plus de 80 ans. Elle se sent un poids. Elle dit à sa fille, mais qu'est-ce qui me retient? Et elle se laisse glisser. La notion du glissement médical, elle n'a plus envie de s'alimenter, elle n'a plus envie
de boire. Mais il ne serait jamais venu à l'idée de belle-maman de décider du jour de son décès. Pour rebondir là-dessus, je pense que ces personnes, elles n'étaient pas malades, mais elles étaient malades de la solitude. En fait, c'était le drame de la solitude. Elles ne voyaient plus d'intérêt à vivre parce qu'elles étaient vraiment toutes seules. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Oui. Personnellement, j'ai trouvé ce film assez lugubre dans la présentation, dans la façon de le tourner, mais pour parler de ce sujet, peut-être c'était nécessaire. Ce que je retiens, c'est que peut-être on pourrait réfléchir effectivement à des personnes qui ont envie de partir. Hein. On peut réfléchir, la souffrance c'est quelque chose de terrible. Et pour certaines personnes, on peut comprendre certaines extrémités. Peut-être aussi que l'humain a voulu prolonger la vie parfois à une telle extrême que peut-être c'est exagéré. Et ce que je vois dans ce film aussi, c'est qu'il y a des intérêts qui apparaissent. C'est-à-dire que peut-être au début, ça peut être des questionnements, mais là, le gouvernement, ou, enfin, de ce que j'ai compris, a mis en place un plan, donne de l'argent aux personnes, hein, on les conduit dans quelque chose, en fait. Un peu comme s'ils allaient choisir, mais en fait, ils ne choisissent pas. Ils sont manipulés, justement parce qu'ils sont seuls. Et on devrait peut-être se poser la question sur... et j'ai lu qu'au Japon, ils se posaient quand même la question sur la problématique de la relation, de la solitude. Voilà, on sait très bien, chacun de nous, que si on est seul, on n'a pas le même raisonnement que si on est accompagné, que si on est en relation avec quelqu'un. Et donc, j'ai trouvé que voilà, cette fiction, elle est quand même parlante sur ce qui est en train de se passer dans notre société, en fait. Hein, c'est-à-dire que on a tendance, dans le passé, les personnes âgées ou en difficulté étaient accompagnées dans la famille, mais on voit bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés pour le faire, sur le plan matériel. Mais aussi, peut-être, on a moins envie qu'avant d'accompagner les personnes âgées. Elles vivent aussi plus longtemps, peut-être. Je ne sais pas expliquer tout ça, mais voilà, en fait, dans notre société, en fait, quels sont les intérêts? Quels sont les intérêts à mettre en place aussi quelque chose? Il y a les intérêts affichés, et puis il y a les intérêts qui sont en arrière. Voilà, est-ce que les personnes âgées, comme on le sent dans le film, est-ce qu'elles sont gênantes en fait, hein? On voit le regard des jeunes sur les personnes âgées. Voilà, qu'est-ce qu'on produit dans notre société? Qu'est-ce que l'on fait qui conduit peut-être à ce que les personnes seules soient encore plus seules, plutôt qu'au contraire s'en occuper et aller vers elles? En tant qu'être humain, on est attiré par la beauté, être jeune, etc. Et quand on prend de l'âge, on n'a plus tout cet attrait, commercialement parlant, et tout le reste, ça affecte énormément. Et je pense que les personnes âgées ont énormément à nous apporter. Et je vois mes deux grands-parents qui avaient tous les quatre passé les 75 ans. Je leur suis tellement reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et je peux témoigner d'énormément de jeunes qui ont dit « ma grand-mère, mon grand-père était ça pour moi ». Et je constate aussi qu'en tant que jeune, et ça c'est vrai aussi qu'on préfère le taire, mais la réalité c'est que une de mes grand-mères qui était à l'hôpital pendant des années, quand j'étais ado, j'avais pas envie de passer mon temps auprès d'elle. Et ça a quand même clairement révélé mon égoïsme, de dire oh non, moi je fais mes activités, je m'occupe de moi. Et puis elle est dans le lit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et pendant des années. Et ça, c'est des choses qui... Je pense, la souffrance, c'est souvent un apport d'apprentissage. On apprend énormément de choses à travers cela. Et pour nous qui sommes croyants, laisser la vie quand on a l'impression qu'elle arrive, disons que la fin de vie arrive, c'est là aussi où beaucoup de personnes se disent mais tiens, c'est quoi en vrai le sens de la vie? J'étais autonome, j'avais tous les plaisirs, je pouvais faire tout ce que je voulais, et tout ça m'est enlevé. Donc
Donc ça veut dire presque que si je garde mon autonomie et j'ai toujours cet accès au plaisir, en quelque sorte j'ai un sens. Mais si tout ça est enlevé, que reste-t-il? D'où, après toutes les questions de foi en Dieu montrent qu'il y a une espérance, que les choses ne s'arrêtent pas là. Et aussi, avoir la foi et avoir Dieu, ou même si on n'y croit pas, on peut, comme dans des instants de souffrance, en fin de vie, ou même pendant toute la période de la vie, dire s'il y a quelqu'un qui se révèle à moi. Il y a des personnes, juste avant le suicide, qui ont dit je crie, si quelqu'un me répond, eh bien ok, mais sinon je me jette. Et en tout cas tous les témoignages que j'ai reçus, ils ont eu quelque chose, d'une manière ou d'une autre, Dieu qui s'est révélé à ces personnes. Donc profitez de vous exprimer, c'est important qu'on puisse entendre comment vous avez vécu ce moment. Sinon ensuite je donnerai quelques chiffres que j'ai devant moi sur la Belgique par exemple, où il est dit qu'on a élargi l'accès à l'euthanasie pour les mineurs sans âge minimum depuis 2014 en Belgique. Donc voilà. Cette année, je crois qu'il y a eu 4 euthanasies sur mineurs qui ont été déclarées. Je peux prendre plusieurs pays où on a légalisé l'euthanasie et chaque fois on voit qu'on essaye d'aller de plus en plus loin. On essaye d'aller aussi d'euthanasier des enfants. Malade ou pas? Alors, malade ou pas, oui, bien sûr. c'est certainement que oui, ils étaient malades. Mais est-ce qu'un enfant a la possibilité de raisonner comme un adulte? C'est là la grande question. Hein. C'est très difficile. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'un enfant, et même quelqu'un qui est malade, a assez de lucidité pour choisir. Et on parle même de personnes âgées, en tout cas en accompagnant les personnes âgées, on voit bien qu'un jour on veut partir, le lendemain vous allez entendre la personne âgée qui est heureuse parce que justement, comme l'a dit Roland, la solitude pèse et quand les personnes sont entourées, elles changent de perception sur la vie. Elles ont envie de vivre si elles sont entourées. Mais est-ce que le problème n'est pas là que nous faisons défaut à accompagner ces gens qui sont seuls ou ces personnes âgées? Parce que c'est vrai que dans la société, aujourd'hui, dans notre société, les personnes âgées coûtent cher à la société, il faut oser le dire. Et c'est parce que ça coûte cher qu'on pousse de plus en plus les personnes justement à une fin de vie qu'eux-mêmes décideraient. Mais je trouve que si vous regardez bien comment les choses se passent en France, on prépare les gens à dire que oui, finalement, décider de partir, vous avez le droit de décider de partir. C'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui souhaiteraient rester s'ils étaient entourés. Moi, j'en suis persuadé. Quand on accompagne, on le voit. Dès qu'il y a quelqu'un qui est près d'une personne qui avait décidé de partir, il y a un changement de cap pour elle. Il y a une question, oui. Oui, bonsoir, merci. Moi, je trouve que c'est pas un film contre l'euthanasie. C'est un film sur, comment dirais-je, l'encouragement d'un État, d'un gouvernement, à créer une euthanasie de masse. Et pourquoi cette masse? Il est bien dit dans le film que c'est pour des raisons économiques et de place aussi. Bon, il y a trop d'humains, enfin, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le film. Bon. Donc il y a trop d'humains, dit l'État ou le gouvernement, donc il faut laisser place aux jeunes, et en plus on encourage les gens, avec 100 000 yens, comment dirais-je, d'un coup à avoir beaucoup d'argent, et comme ces gens-là, ils n'ont pas, comment dirais-je,
trop l'usage de cet argent, on les culpabilise en leur disant mais vous pouvez très bien les donner à qui vous voulez, à vos petits-enfants, etc. Donc, si vous voulez, ce qui est important, à mes yeux, c'est que l'euthanasie doit être... Moi, je suis pour l'euthanasie, mais pas à encourager. Quand quelqu'un souffre énormément, bon, comme monsieur le psychologue ou psychiatre, je ne sais pas, ou psychothérapeute, a dit que, bon, qu'est-ce que c'est qu'une douleur intolérable? C'est évident que ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Qu'est-ce que c'est qu'une une maladie incurable? Là aussi, bon, bien entendu, moi j'ai une petite fille qui est atteinte du diabète, est incurable, mais grâce à des piqûres permanentes, cet enfant, qui a 11 ans, elle vit, et d'ailleurs elle espère, ses parents et moi aussi en tant que grand-père, espérons qu'un jour la médecine avancera dans des progrès, etc., pour soulager cette contrainte. Donc, si vous voulez, le film, à mes yeux, c'est pas contre l'euthanasie, c'est contre l'ingérence collective, de masse, des gens à accepter de se faire euthanasier. Voilà. Oui, moi j'aime. D'abord, je dirais, c'est suicide assisté. Et ce qu'est le terme d'ailleurs en Suisse, en tout cas. Hein, donc, parce que l'euthanasie, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Chambre à gaz, c'est aussi une sorte. Hein, normalement, ça veut dire mort heureuse, on est d'accord? Voilà. Donc, pour le suicide assisté, dans ce film, c'est plus que le suicide assisté. C'est le suicide encouragé. C'est le suicide avec incitation. Alors, bon, ça colle pas très bien de dire vous pouvez à la dernière minute revenir sur vos pensées, vous dépensez tout votre argent, puis après vous dites non, non, je continue à vivre. Donc, il y a quand même un petit truc là, parce que on ne donne jamais rien pour rien, et puis l'État ne va jamais donner rien pour rien, il veut s'y retrouver gagnant au bout du compte. Hein. Donc c'est un contrat qu'on devrait mettre beaucoup plus direct. Au moment où vous signez, vous signez votre arrêt de mort. Hein. Puis malgré tout, là, alors c'était très intéressant de voir, vous êtes censé les accompagner pour pas qu'ils reviennent sur leurs paroles et des choses comme ça, mais là n'y croyez pas trop. Hein. Je n'y crois pas. Au moment où vous êtes dans l'engrenage, c'est comment vous persuadez. Alors on peut persuader des gens. En Suisse, il suffit que cette personne fasse un processus, elle doit faire partie, elle doit s'engager dans l'association Exit, donc ça veut dire qu'on doit la laisser entrer cette association pour qu'elle discute avec cette personne là où elle est, donc elle peut faire aussi sa propagande. Hein. Il suffit qu'un proche de la famille dise, et puis l'établissement doit laisser, l'établissement hospitalier ou bien l'EHPAD, comme ça, doivent laisser entrer cette association qui peut faire sa publicité. Après avoir fait sa publicité, eh bien, les gens doivent écrire une lettre pour adhérer à cette association, ensuite écrire une lettre qui doit être notariée, et puis après, c'est terminé. Donc au moment où il y a eu cette lettre de demande d'assistante au suicide, on fait partie de l'association pour, le cours, si on peut dire ainsi, est parti. Donc c'est quand même des incitations qui nous font frémir, nous qui croyons qu'on peut... Je partage tout à fait ce que vous dites, monsieur. Je partage tout à fait. On n'a pas incité les gens, on n'a pas à inciter les gens à se suicider. On n'a pas les inciter. Et ils sont fragiles, les personnes âgées sont fragiles. Mais attendez, elles ont été jeunes aussi. Elles ne sont pas forcément fragiles parce qu'elles sont âgées. Elles sont fragiles parce qu'elles ont été fragiles toute leur vie. Voilà, donc bon, c'est vrai, même s'il y a un vieillissement, une dégénérescence, ça peut se faire. Ça se fait, ça existe. J'ai des cas de personnes dans les EHPAD qui disent mais est-ce que ça coûte cher l'EHPAD? Est-ce que ça coûte cher l'EHPAD? Monsieur, moi j'ai 74 ans. Donc dans 4 ans, je serai, si j'étais dans le film, admissible, si je puis dire.
à l'euthanasie. Bon, actuellement, je me sens très bien dans ma peau. J'essaie de me former une conscience, un moral, à penser par moi-même. Je lis beaucoup, je réfléchis, je vais voir des films comme celui-là et beaucoup d'autres, bon, etc., etc., etc. Et je discute beaucoup, je rencontre. Je ne suis pas un professionnel, comment dirais-je, je ne suis pas un intellectuel professionnel, je suis autant manuel qu'intellectuel. Bon, j'ai fait des études, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas en compter aux gens. Je trouve que c'est une entourloupe, c'est une manipulation monstrueuse que ce plan, on aurait dit presque des drapeaux flottants comme pour le Club Med, si vous voulez. Bon, c'est vraiment affreux. Pardon. C'est tellement affreux que finalement, ça choque même par moments le personnel. Et bien sûr. Voilà, donc je partage tout à fait. Sauf que, monsieur vous êtes pasteur, c'est ça? Oui. Bon, je respecte tout à fait votre profession, votre foi, votre croyance, votre adhésion personnelle. Bon, moi personnellement, je n'en ai pas. C'est pas un problème. Je peux discuter avec vous, on peut s'entendre parce que je suis autant tolérant que je pense que vous le soyez. Bon, néanmoins, comment dirais-je, il y a il faut laisser une liberté aux gens, une vraie liberté. Non pas une liberté manipulée, non pas une fausse adhésion, non pas un encouragement, non pas des promesses idiotes, comme moi j'ai jamais mangé de sushi de luxe, je sais même pas ce que c'est, mais bon, les sushis oui, mais bon, pas de luxe, bon. Je veux dire par là que il y a même dans le film, ce qui est affreux et dégueulasse, c'est que si vous faites une euthanasie de groupe, c'est gratos. Si vous la faites individuelle, ah non, là c'est payant. Ils n'en ont pas parlé, je ne connais pas les tarifs si vous voulez. C'est-à-dire que là aussi, vous avez des options. C'est vraiment un système, comment dirais-je, qui manipule et qui broie l'individu à travers une fausse illusion de masse. Voilà. Voilà, juste pour répondre. Je pense que la manipulation elle peut être faite dans tous les pays. Je vais vous citer ce qui se passe en Suisse, puisqu'on connaît davantage ce qui se passe en Suisse, parce qu'il y a un petit moment qu'il y a l'euthanasie qui a été accordée. Par exemple, les scandales qui ont éclaté, une étude parue dans le journal médical en 2014 révèle que sur la période de 2008 à 2012, 34% des personnes qui ont eu recours au suicide assisté par l'intermédiaire de ces associations ne souffraient pas d'une maladie mortelle. En septembre 2015, une Anglaise de 75 ans, ne souffrant d'aucun problème de santé sérieux, a eu recours à suicide assisté dans une clinique suisse. Et donc, si vous allez sur Internet, vous avez dans les associations qui sont contre, on va dire, on a beaucoup de dérives. Voilà, on entend ce que vous dites, on le respecte. Nous, on n'est pas pour l'acharnement thérapeutique, mais on dit les débordements arrivent vite. Et le fait que nous accompagnons les personnes, nous voyons malheureusement des débordements. Moi, je ne vous en parle pas ici, mais je peux vous dire que j'ai vu des débordements. Des personnes que, voilà, on pourrait dire qu'on écourtait la vie, quoi. Et alors que ces personnes ne l'avaient pas demandé. Donc, je pense que la liberté, bien sûr qu'elle doit être, mais elle ne doit pas être imposée. Par exemple, en Suisse, si vous ne répondez pas à un suicide assisté, on peut vous fermer votre établissement. Donc, on parle de pression qu'il y avait dans le film, mais la pression est liée aussi dans d'autres pays. Et je pense que dans notre pays, elle arrivera aussi, cette pression. Je pense qu'on n'est pas à part. Hein. On ne le voit pas parce que c'est, on va dire, c'est thérapeutique ce qui se passe chez nous. Et ça arrive. Et c'est les dérives qui sont dangereuses parce qu'on a plus vite fait de faire des dérives que d'aller dans la légalité. Je crois que c'est très difficile. Dans ce qu'on voit dans le film, effectivement, c'est un système qui est mis en place, mais peut-être on pourrait réfléchir que ce système, il n'est peut-être pas venu d'un coup. Il y a peut-être eu d'autres essais, et puis petit à petit, peut-être une dérive. Je pense que la problématique
problématique, c'est de franchir une limite. Enfin, il y a des choses qu'on ne fait pas, puis quand on commence à les faire, qui maîtrise ce qui va se passer derrière? C'est un petit peu ce que disait Pascal, c'est-à-dire les dérives. Et je crois que notre société, eh bien, elle a des façons de traiter les choses qui sont basées sur des données. Hein. Je ne veux pas faire dériver le débat, mais quand il y a eu le Covid, les gens ont constaté que le Covid avait conduit les gens à revenir en relation les uns avec les autres. Bon, il y a eu des difficultés, mais les gens se sont retrouvés. Quand le Covid s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu parler de l'indice de la consommation. C'est-à-dire, on a dit, mais ça y est, on va pouvoir recommencer à consommer. Donc la société nous appelle à quoi? À consommer. Il y a les indices de la consommation, et il y a tous les éléments autour de nous qui nous conduisent à consommer. Mais je n'avais jamais entendu parler de l'indice de la relation. Parce qu'en fait, ça ne rapporte rien à personne, apparemment. Tout au moins sur le plan financier. Et pourtant, ça rapporterait certainement énormément si la société basait son fonctionnement sur autre chose. Bien sûr, ce que je dis, c'est inécoutable par la société, je le comprends. Parce que les intérêts financiers, et on le voit dans le film, bien, ils prennent leur place, les intérêts des uns et des autres. Quels sont nos intérêts, en fait? Où sont mes intérêts? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? En fait, je pense que ça nous conduit à peser les choses dans qu'est-ce que c'est qui oriente mes choix? Qu'est-ce qui oriente le fait que, oui, ma maman, elle a 97 ans et elle est en difficulté, et bien qu'est-ce que ça me fait à moi? Et qu'est-ce que je mets en place pour que ma maman vive une vie correctement? Alors peut-être elle pourrait souffrir plus, mais elle a envie de partir. Elle aimerait partir, parce que quel intérêt à la vie par moment? Mais justement, l'intérêt vient quand je vais la voir, elle me prend mes mains, elle me dit merci d'être venue, et pourtant elle n'est pas très bavarde. Et je sens, voilà. Et donc finalement, on voit dans ce film que quand cette jeune fille amène cette dame au bowling, que tout d'un coup, vous avez vu le sourire, bon c'est un film, mais tout d'un coup, elle s'est sentie quelqu'un. Et tout s'est effacé, elle était avec cette jeune fille. Et pourtant, la jeune fille, je ne sais pas comment on le perçoit. Est-ce qu'elle faisait ça par intérêt, puisqu'on voit qu'on lui glissait qu'il ne fallait pas que les personnes ne fassent marche arrière? Comment elle faisait pour... Et on sentait qu'elle était entre les deux, en fait. Bien oui, elle était soit basculée du côté de la relation, c'est-à-dire d'aller vers la personne, soit d'aller vers ce que lui disait son manager, c'est-à-dire attention, il ne faut pas qu'elle fasse marche arrière. Qu'est-ce qui prend le dessus dans notre vie et dans nos choix? Si je puis me permettre, je ne veux pas monopoliser le micro, si quelqu'un le veut, je le rends tout de suite. Si je puis réagir sur ce que vous venez de dire, monsieur, cette femme, la dame, qui s'en est sortie, qui regardait le soleil à la ferme, bon, au début, elle avait plein de copines, d'amis. Bon, elle avait l'air assez heureuse. Je pense que ce qui l'a conduit à accepter le plan 75, ça a été qu'elle a perdu son boulot, elle n'avait plus d'argent, et c'était pas tant sa solitude. Alors bien entendu, une fois qu'elle a été, comment dirais-je, dans l'engrenage, tel est le terme qui me paraît le plus adéquat, dans l'engrenage de cette mort programmée, c'est sûr que là, elle s'est sentie mal. Et à un moment donné, parce qu'elle avait faussement, je dis bien faussement, je souligne 2 fois, décidé de mourir ou d'accepter la mort, comment dirais-je, assistée, le suicide assisté. Et là, d'un coup, elle s'est sentie très très mal. Et du coup, la jeune fille qui était bien embêtée d'ailleurs au téléphone, comment dirais-je, elle a été heureuse de parler et de partager. Mais je suis sûr, enfin, autant qu'on puisse l'être, que cette dame, elle n'était pas atteinte de solitude, même si elle vivait dans des conditions précaires, c'était vraiment ces conditions matérielles d'existence, principalement, je ne dis pas totalement, mais principalement, qui l'ont conduite à cet engrenage et à se laisser avoir par ce système, comment dirais-je, étatique, économique, qui a décidé de se débarrasser des vieux pour faire place aux jeunes. Il y a quelqu'un qui veut... Quand
un monsieur lui donne un bol de soupe. On voit bien sa réaction quand un monsieur lui donne un bol de soupe. Elle a l'air complètement ah merde, ça m'arrive à moi. Quoi, elle est surprise. Tout d'un coup, elle est surprise et elle se dit oh, bon, là vraiment, je suis au bout, quoi. Non? Vous avez pensé ça? Moi, je trouve qu'elle avait sa dignité. Oui. Elle a fait le pas parce qu'elle avait plus un copain. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Elle avait plus d'argent, donc. Mais elle n'était pas atteinte moralement, quoi. Elle voulait. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro aussi. En fait, j'ai eu un cours sur le Japon l'année dernière et en fait, donc il y avait eu un module sur le vieillissement de la population et en fait, ce que j'avais appris, c'était que au niveau des infrastructures comparé à la France, ils ont vraiment rien du tout et donc il y avait des vieux qui volaient juste du poisson ou même des sushis, mais vraiment que dalle dans les magasins juste pour aller en prison parce qu'en prison, ils étaient mieux traités que dans leur vie citoyenne et je trouve que l'héroïne, du coup, elle a un peu ce modèle-là, elle montre ce problème-là et cette thématique-là qu'en fait, dans la vie réelle, à moins de mourir, il n'y a aucune aide et il n'y a rien qui les aide à vivre. Pour contextualiser. Voilà, donc, moi je reviens à la vie, parce que je trouve que la vie c'est quelque chose de merveilleux, quel que soit notre âge. Et la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Nous, on a vu des gens dans le coma, qu'on voulait débrancher. Moi, j'ai assisté à des jeunes, à des moins jeunes qui étaient dans le coma, où le chirurgien me disait qu'il fallait débrancher, et de l'annoncer aux parents. Il y en a qui ont été débranchés. Par contre, je connais une personne qui a maréchal, qui s'appelle, combien il a fait de jours de coma, maréchal? C'est 31, je crois, 31 jours, 50 jours de coma. Et donc le jour où on devait débrancher, alors nous croyons qu'il y a des miracles. Le jour qu'on devait débrancher, sa sœur a téléphoné comme quoi il ne fallait pas le débrancher, que Dieu allait le guérir. Et ce jour-là, il est sorti du coma. Donc, et je peux vous dire qu'il croque la vie quand même aujourd'hui. Il croque la vie, il ne regrette pas qu'on ne l'ait pas débranché. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de prendre des décisions, d'arrêter la vie de quelqu'un. Quel que soit l'arrêt qu'on utilise. Je trouve que la vie, pour moi, est trop précieuse. Elle est trop précieuse, elle est trop belle. Et on peut la rendre plus belle si on sait être et entourer ceux qui en ont besoin, quoi. Je crois qu'il y a des questions. Décidément, je suis abonné à votre micro. Vous parlez du coma, mais j'entends bien, mais quand une personne est dans le coma, elle n'a plus sa conscience, on est d'accord. Hein, je ne suis pas médecin, mais bon, ni scientifique. Donc c'est évident que là, comment dirais-je, débrancher, c'est un sacré risque. Et je n'y suis pas favorable, à moins que la personne ait exprimé avant de tomber dans le coma, si je suis dans le coma, etc. Peut-être, je ne sais pas, ça se discute. Mais on est loin là de ce que vous dites par rapport au film. Là, c'est une euthanasie consciente, voulue, manipulée, extorquée, j'allais dire. C'est vraiment une imposture totale. Oui, oui. Voilà. Mais on peut changer d'avis. On a connu des gens dépressifs qui pensaient qu'il fallait en finir avec leur vie. Et parce qu'ils ont été accompagnés, aujourd'hui, la vie leur sourit. Donc voilà, c'est pour ça que je suis contre. Je crois qu'on peut laisser la possibilité aux gens d'aller jusqu'au bout, même quand on pense que c'est pas possible. Nous, en tant que chrétiens, nous croyons que Dieu peut faire un miracle. En tout cas, moi je le crois parce que je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Donc, alors c'est un concours de circonstances pour celui qui ne croit pas, mais pour moi, ce n'est pas un concours de circonstances. On a trop vu de personnes qui ont changé d'opinion pour dire attention, ne nous précipitons pas sur l'euthanasie, que ce soit bien réfléchi, que ce soit fait et bien réglementé, et surtout qu'on vérifie bien les choses. Il y a une question au fond.
Merci pour ces échanges. Je voulais juste rebondir sur la question du coma parce que ça me touche particulièrement et j'entends aussi que devant ça réagissait sur ce sujet. Moi j'ai travaillé en réanimation pendant plusieurs années. La question du coma, elle est très importante et je suis très gênée quand vous évoquez le mot euthanasie pour un débranchement parce que c'est des situations qui sont extrêmement courantes en réanimation. Probablement aussi beaucoup de personnes ne savent pas exactement comment ça se passe en réanimation et je trouve qu'on est sur des questions, moi je suis croyante aussi, et ça ne m'empêche pas de comprendre qu'à un moment donné, on puisse débrancher une personne qui est dans un coma pour des raisons qui sont avérées. Je crois aussi au miracle, j'en ai aussi eu l'expérience. Cependant, je ne pense pas qu'on puisse garder toutes les personnes qui aujourd'hui ont une sonde d'intubation et qui sont dans un coma prolongé avec des imageries extrêmement catastrophiques au niveau cérébral et qu'elles vont toutes vivre derrière. Il y a pour moi un sujet qui est très un peu borderline par rapport à l'euthanasie. Vous évoquiez tout à l'heure les différentes définitions aussi qu'il peut y avoir de qu'est-ce que c'est l'euthanasie. Et les progrès de la science ont aussi apporté des problèmes qu'on n'avait pas avant. Et là, je repense à tout ce qui est les problématiques liées à la néonatologie, à la procréation médicalement assistée, etc. Et finalement, à quel point on va se battre pour la vie. C'est quoi la vie, au final, aussi? Et qu'est-ce qui fait que dans une société, aujourd'hui, on est légitime pour vivre? Et comment on peut répondre à ces problématiques du vivre ensemble? On peut aussi penser quelque part que l'euthanasie des personnes âgées, c'est juste le symptôme d'une société qui ne sait déjà plus depuis des années intégrer les personnes âgées dans la société, les a mis dans des EHPAD depuis très longtemps. L'euthanasie est aussi une problématique, me semble-t-il, qui est inexistante dans les pays pauvres, extrêmement pauvres. C'est une maladie des riches, j'ai envie de dire, c'est un problème des riches parce que c'est là qu'on peut vivre le plus longtemps. C'est là qu'on peut se permettre, avec un enfant qui, je ne sais pas, a divers problèmes, de refuser de mener une grossesse à son terme, etc. D'autres sociétés ne vivent pas ces choses-là. Et comment on peut, comme vous disiez Pascal tout à l'heure, finalement apporter de la vie au milieu de tout ça, dans nos relations au quotidien avec les uns et les autres. Il y a beaucoup de questions dans ce que je dis, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Merci. Dans le film, il y avait un jeune homme et il avait son oncle. Et peut-être qu'il a bien regretté de ne pas avoir retrouvé cet oncle plus tôt. Les relations familiales, par exemple, pour une jeune fille qui porte un enfant et qui pense à avorter, quelle relation a-t-elle avec sa famille, son entourage, les jeunes qui l'entourent, début de la vie, et puis fin de la vie. J'ai épousé une fille, mais la génération précédente et avant, c'était tous des paysans. Ça vivait à 3 générations, 4 génétions au grand maximum dans la même ferme. Même quand il y avait l'arrière-grand-mère ou la grand-mère qui était un tout petit peu dérangée et qui, de temps à autre, faisait son baluchon à Salavas, près de Vallon-Pont d'Arc, pour retourner à Vallon, dans la maison de son enfance, croyant que c'était là qu'elle habitait, eh bien, on partait à sa chasse et puis on essayait de la retrouver. Hein. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et ça ne fonctionne plus maintenant. C'est séparé. On arrive à des situations, dont l'une que je connais, qui est vraie, où la maman a été mise dans un EHPAD. Les enfants ont trouvé que ça coûtait trop cher. Ils ont repris la maman à la maison et l'ont bien fait sentir que c'était parce que ça leur coûtait trop cher. Alors mettez-vous un peu dans la tête de cette maman.
les relations familiales et même plus larges. Alors, quelle solution? Et là, je pense que des communautés chrétiennes peuvent faire la différence. L'accompagnement d'une personne atteinte d'un cancer qui a duré relativement longtemps, eh bien, dans le locatif, des gens se sont dit, mais comment ça se fait qu'il y ait tant de personnes différentes qui viennent lui rendre visite, qui viennent s'occuper d'elle? Pourtant, tout le monde savait que c'était une vieille fille, elle n'avait pas d'enfant. Eh bien, voilà, c'était une communauté de personnes qui s'intéressaient à elle. Et même, la dernière semaine, ben, ça a été un suivi permanent, 24 heures sur 24, il y avait toujours quelqu'un qui dormait dans son appartement. Il y avait des tournus. Voilà peut-être quelques petits indices pour revenir un peu à la boucle de la solitude. La solitude qui est une chose. Beaucoup de personnes me disent le pire, c'est la solitude. Et je les crois très volontiers. Vous le savez, certains, j'ai déprimé, j'ai été en grosse dépression pendant une année. Ben, je me sentais de toute façon hyper seul. Je pense aussi que la question qui se pose, c'est quelle est la capacité de la personne à choisir. Parce que même nous, bien portants et en pleine santé, on sait que dans certaines situations, on est impacté par l'environnement, par ce qui nous perturbe pour faire des choix. Alors des personnes qui doivent choisir de partir, est-ce qu'elles ont vraiment tous les paramètres qui leur permettent de le faire? Alors, bien sûr, on peut dire oui, la personne est libre, mais est-elle vraiment libre de choisir? Est-elle vraiment tous les paramètres qui lui permettent de le faire? Moi, je ne crois pas. Pour ce qui est de l'euthanasie, souvent en effet il y a la question de la souffrance et du poids aussi que cela représente sur la société. Quand je me mets un peu à la place des personnes âgées qui veulent en finir, ou pas forcément en finir, mais qui sont sous presque la pression de se dire bon, je suis un poids donc je vais y passer. Je me dis que pour les personnes âgées qui ont quand même cette envie de vivre et se culpabilisent parce qu'elles se disent qu'elles sont un poids pour la société, je trouve que là il y a de la pression et c'est dommage. Après, pour la question de la souffrance, et c'est là où ça fait mal, c'est quand ça fait vraiment mal et qu'on a tout mis en place pour éviter la souffrance, qu'est-ce qui se passe? Pour ma part, je connais des personnes en fait qui sont assez jeunes et qui souffrent terriblement. Et alors, dans leur cas, elles s'en remettent à Dieu, donc elles comptent sur lui. Et puis elles sont aussi entourées, comme il a été dit, la force de la famille, donc de l'Église, c'est que quand un membre souffre, les autres souffrent avec. Et parfois, malheureusement, même dans les églises, des personnes dont on ne savait pas qu'elles avaient mal se retrouvent seules à souffrir dans leur coin. Mais l'idée, en tout cas dans l'église, c'est que quand un membre souffre, les autres souffrent avec et ont de la compassion. Et la compassion qui est censée aussi se traduire en actes, passer du temps, avoir une oreille attentive pour les personnes souffrantes. Et après, personnellement, je rejoins ma sœur aussi sur la question de l'acharnement thérapeutique, et Pascal le disait aussi, on essaye de maintenir autant que possible en vie, alors qu'au final il y a aussi des souffrances et des coups qui semblent inutiles. Donc pourquoi pas aussi laisser simplement, voilà, il y a les moyens pour éviter la souffrance et laisser Dieu choisir du moment où l'on partira. Et bien sûr, comme euthanasie veut dire, l'étymologie, vous l'aviez dit, c'est bonne mort. Donc même si
l'idéal, c'est de ne pas passer par l'euthanasie, c'est que chacun puisse quand même avoir une bonne mort. Après, sur la question de l'utilité d'une personne, comme il est dit, c'est vrai que si on voit chaque personne comme apportant l'économie d'un pays, comme étant utile, eh bien, on peut constater qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un poids, et c'est pas nécessaire d'être âgé pour être un poids. Il y a beaucoup de quartiers qui sont, comme on dit, défavorisés, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour toutes ces personnes? Et pour nous, pareil, à nouveau, en tant que croyants, on croit que les gens peuvent changer, même si parfois les situations paraissent très désespérées, et qu'il y a de l'espoir pour tous. Ce serait peut-être utopique de dire que tout se règle, mais en tout cas, il peut y avoir du changement, et puis tout se travaille, tout se construit, ça met des années. En Afrique, une amie a renoncé à sa vie de confort en Occident, pour dire ainsi, et elle a donné toute sa vie à des personnes qui étaient souffrantes et qui étaient abandonnées, parce qu'il y a beaucoup d'animisme, et l'animisme pense qu'une personne qui a par exemple des crises d'épilepsie est possédée. Donc entre eux, ils s'abandonnent dès que quelqu'un a un comportement bizarre. Et elle allait les récupérer au bord des routes pour leur donner une espérance, un avenir. Et donc de voir des personnes qui étaient pas loin de la mort et se trouvent avoir une vie en quelque sorte épanouie et une perspective de vie, ça change tout. Mais en effet, si on montre aux personnes, eh bien, en fait, tu ne sers à rien, et de toute façon, ton avenir, qu'est-ce qui y reste? Eh bien, de voir que, même si l'autre n'a plus rien à m'apporter, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et ça sort à nouveau de cet égoïsme de dire je pense qu'à moi, je ne supporte pas cette souffrance, puisqu'en effet, voir quelqu'un souffrir, c'est horrible. On souffre différemment, mais on souffre aussi terriblement. Et donc voilà un peu les éléments. Et je trouve que Jésus lui-même parle tellement fort, parce que lui, comme Voltaire le disait, il est tel un horloger qui se détourne de son horloge. Il aurait pu dire vous faites n'importe quoi. Vous faites à votre tête, je vous dis des choses, aimez-vous les uns les autres, c'est très clair. Très clair. Mais vous faites n'importe quoi. Dieu, il a le pouvoir, il est notre créateur, il a le pouvoir de faire en quelque sorte ce qu'il veut. Mais de dire qu'il est venu, il s'est incarné, et c'est ce que Blaise Pascal a dit, hein, le génie français. L'incarnation révèle à l'homme l'ampleur de sa folie par l'ampleur du remède qu'il a fallu. Et donc Jésus a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Et ça, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, un acte qui se donne, et à nous aussi de donner autour de nous aux personnes qui sont dans la souffrance, et veiller à ce que, eh bien, elles puissent se sentir portées et écoutées. Et pas dire mais si t'es comme ça, c'est parce que t'as fait ça dans ton passé, hein, c'est parce que t'as péché et t'as fait plein de bêtises. Ça c'est inutile et c'est très maladroit. Mais de dire simplement, peu importe ce que t'as fait dans ton passé, et Jésus est venu aussi pour cela, peu importe ce que t'as fait dans ton passé, je suis prêt à te pardonner. Et reconnais-tu ton péché, ta faute devant Dieu, et Dieu t'accueille, qui que tu sois et quoi que tu aies fait. Voilà, on voit que l'heure retourne. Donc, peut-être qu'il y a une dernière question, sinon nous allons nous séparer. Merci. Bonsoir. 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 Donc, voilà, en tout cas, merci d'avoir été parmi nous pour ce moment d'échange. Merci d'être là pour nous soutenir aussi dans ces échanges que nous avons les uns avec les autres, avec nos diversités de façons de voir, de penser. Et je crois que c'est aussi la richesse.
d'accepter. Un débat, c'est accepter que la personne ne pense pas comme nous. Et donc, je trouve ça très riche. Donc, pour moi, la vie est très, très, très précieuse et je crois qu'il faut essayer de la maintenir quand on peut, bien sûr. Je ne parle pas d'acharnement thérapeutique, mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé une fois une grammaire, c'était assez surprenant. Le chirurgien vient me voir et me dit, il faut raisonner, cette dame, son mari, va partir dans la nuit, je vous invite à la raisonner parce que elle me dit qu'il va guérir, que demain il sera guéri. Donc, monsieur le pasteur, allez la trouver, allez lui dire que son mari, il passera pas la nuit, quoi. Et donc, je dois dire, quand je suis allé voir cette dame qui avait son mari hospitalisé, elle m'a dit, Pascal, il faut prier, mon mari, demain il va vivre. Alors, j'étais pris entre deux feux, entre ce que le chirurgien, avec toute sa science, disait, et entre cette dame, une grand-mère, parce qu'elle avait 80 ans, qui avait reçu que son mari allait guérir. Et c'est vrai que quand je l'ai visité, il était alité complètement, il ne bougeait plus, il était dans un certain coma. Et donc j'ai dit, mais vous savez, le chirurgien, il pense qu'il m'a dit, non, il va guérir, priez avec moi. J'ai prié sans conviction avec elle. Et le lendemain matin, quand je suis rentré dans la chambre, le mari était debout et il chantait des cantiques. Donc voilà, il faut faire attention. Des fois, on voudrait que la vie soit écourtée, mais on ne sait pas le jour ni l'heure. Hein. Seul Dieu le sait et n'ayons pas la prétention de vouloir prendre la place de Dieu. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous séparer et on vous remercie.